Bonsoir. Je vous présente Kevin, qui va apparaître, passionné par le rugby qu'il pratique depuis l'âge de 5 ans. Mais Kevin a une maladie qui abîme ses reins depuis l'âge de 2 ans. Et ça s'aggrave. Il sait qu'il aura besoin un jour d'une greffe rénale et qu'il risque de devoir abandonner sa passion favorite, le rugby. Je m'appelle Georges Karam, chirurgien urologue, longtemps référent chirurgical de la greffe rénale et pancréatique au CHU de Nantes. Je suis né dans un pays lointain, le Liban, ravagé par les guerres, et il l'est toujours d'ailleurs, et rongé par la corruption et le clientélisme. Heureusement, il y avait, et il y a toujours, des personnes dévouées corps et âme au service des autres. Mon enfance a été marquée par le dévouement de 2 médecins dans ma ville natale, perchés à quelques 1300 mètres d'altitude, qui se relayaient jour et nuit, 365 jours par an, pour soigner ceux qui en avaient besoin. Marcher sur leurs pas et avoir autant de dévouement est devenu une obsession, même si, et oui, pilote de ligne a été un éphémère et timide plan B. Une fois le baccalauréat en poche, j'ai quitté le Liban pour la France, où j'ai construit et réussi ma vie professionnelle et ma vie familiale. En France, 1 personne sur 10 est concernée par un dysfonctionnement rénal chronique, mais à des stades variés. Il y en a 5, et ce n'est qu'au stade terminal qu'un traitement par dialyse ou greffe rénale devient nécessaire. En 2022, par exemple, il y avait 9000 patients sur la liste d'attente de greffe rénale. 3400 seulement ont été greffés, soit 1 sur 3. Et parmi ces greffés, il y avait à peine 500 donneurs vivants, soit 1 sur 7. Et Kevin en faisait partie. Ce déséquilibre entre le nombre de greffés et le nombre de personnes en attente, qui d'ailleurs augmente régulièrement d'année en année, pose des problèmes majeurs. Sur le plan personnel et social, perte de l'autonomie, dégradation de la qualité de vie, risque de perte d'emploi, le sentiment souvent avoué par ces personnes d'être diminué, et enfin le risque plus élevé de mourir en attendant. La greffe rénale est actuellement considérée comme le traitement de référence de l'insuffisance rénale terminale. Il y a 2 possibilités, le donneur vivant et le donneur décédé. Le donneur vivant a beaucoup plus d'avantages. Il permet à certains d'éviter la dialyse et ses contraintes, car l'intervention est plus rapide et programmée. En plus, les résultats à long terme sont meilleurs que ceux obtenus avec le donneur décédé. Le rein est prélevé chez une personne en excellente santé et dans des conditions optimales. Au CHU de Nantes et sur plusieurs années, j'ai réalisé ce geste chirurgical près de 600 fois, grâce à une équipe médico-chirurgicale motivée et passionnée. Parmi ces 600 cas, et sur les 10 dernières années, il y avait 24 enfants. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux, Kevin, qui a bénéficié d'un geste d'amour de son oncle Fabrice. Nous sommes au printemps 2022. Je vois Kevin en consultation pour sa greffe. Je me dois de lui donner les informations les plus complètes et de le rassurer.
Je lui rappelle le rôle du rein, indispensable à la vie. C'est un filtre, certes, mais il a plusieurs fonctions, dont celle de éliminer les déchets fabriqués par l'organisme. Son dysfonctionnement chronique a des répercussions sur le corps humain, fatigue, anémie, prise de poids, hypertension artérielle, entre autres. Je vais ensuite lui détailler les différentes étapes de la greffe. Nous avons 2 reins en principe, mais nous pouvons vivre normalement avec un seul. Ce rein peut être prélevé sur un donneur décédé, mais là, il faut attendre, car l'attribution du rein est faite sur le plan national par l'Agence de biomédecine selon des critères bien définis. Et le donneur vivant, plus personnel, la famille proche, la famille élargie, oncle, tante, voire des amis, comme prévu en France par la loi bioéthique. Kevin est anxieux et soucieux. Dans son cas, la place du rein l'expose au choc. Va-t-il pouvoir continuer à faire du rugby sans faire prendre de risques à son nouveau rein? Voyant son désarroi et mesurant l'importance du rugby dans sa vie, je lui propose de modifier la technique et placer le rein à un endroit où il sera moins vulnérable au coup. Une telle intervention n'est pas sans risque, et il y en a 2 graves. Le saignement, qui m'obligerait à le réopérer, ou, au contraire, absence de circulation à l'intérieur du rein qui ne fonctionnera pas. Ça serait une catastrophe pour Kevin, pour l'équipe, pour moi-même, car il faudrait le retirer. Kevin donne son accord et je le vois encore quitter la salle de consultation bien plus souriant et rassuré. Je lui rappelle qu'il peut revenir me voir en consultation s'il le souhaite. Je lui rappelle aussi qu'il n'est pas seul à affronter sa maladie. Il y a des infirmières, des psychologues qu'il peut contacter et rencontrer s'il le souhaite. L'entourage de Kevin est au courant de sa maladie et de la nécessité d'une greffe. Ses parents ne sont pas compatibles. C'est son oncle, Fabrice, qui va se proposer de façon naturelle et spontanée, sans se poser la moindre question. Son premier contact avec le corps médical est de sa propre initiative. Il débute un parcours médical et administratif long et complexe, des examens de sang, scanner, scintigraphie, entretien avec un psychiatre et même un passage devant le procureur de la République de son lieu de résidence afin de s'assurer que sa démarche est libre et éclairée. Notre rencontre, quelques mois plus tard, est déterminante. Je vais prendre connaissance des résultats de ces examens et je vais décider, en fonction de ces résultats, si le don peut se faire avec sécurité ou non. Tous les examens de Fabrice étaient bons. Ouf, l'intervention va pouvoir se faire. Je prends alors le temps de lui expliquer la technique chirurgicale, ses contraintes, ses risques immédiats et à long terme. Je lui rappelle qu'il pourra vivre comme avant avec son rein restant, mais il aura un contrôle annuel ad vitam aeternam. La confiance s'installe, l'intervention va avoir lieu, reste à fixer la date. Sa réalisation, même si elle est devenue ma routine, reste une prouesse technique stressante. Sa mise en application est complexe
il me faut, d'une façon simultanée, 2 salles opératoires avec leur personnel au complet, soit une dizaine de personnes. Imaginez, alors, dans la première salle, c'est Fabrice, le donneur, qui va être anesthésié et installé dans une position adéquate. C'est le rein gauche que je prélève pour uniquement des raisons purement techniques et anatomiques. L'intervention va se faire par cœlioscopie. Elle a l'avantage de diminuer la douleur post-opératoire, de minimiser le préjudice esthétique et de raccourcir la convalescence. Dans la deuxième salle, c'est Kevin, le receveur, qui va être installé 1 heure plus tard. Mais il ne sera anesthésié qu'à ma demande, en fonction du déroulement de l'intervention chez son oncle Fabrice. Une fois le déroulement de l'anesthésie de Kevin m'est confirmé, il s'est bien passé, je décide de retirer le rein. Première étape stressante et de grande tension, je dois agrafer et sectionner l'artère puis la veine du rein sans les abîmer et sans le moindre saignement. Je vais ensuite perfuser le rein avec un liquide spécifique à 4 degrés. Il va perdre sa couleur rosée, devenir blanc. Excellent signe. Je le prends dans son récipient et je vais me déplacer vers la deuxième salle pour le connecter à la circulation sanguine de Kevin. Deuxième étape, bien stressante et de grande tension, mais quel émerveillement de le voir retrouver sa couleur rosée et quel soulagement de le voir émettre quelques gouttes d'urine, présage d'un bon fonctionnement immédiat et à long terme. Je profite parce qu'au bloc opératoire, théoriquement, je n'ai pas le droit. Rassurez-vous, tout n'est pas fini. Il va falloir maintenant les surveiller. Pour Fabrice, le lendemain, on va contrôler la fonction de son rein restant, on va contrôler ses cicatrices, tout va bien, il quitte l'hôpital rapidement, il revient me voir 1 mois plus tard. Là aussi, il faut contrôler la fonction de son rein restant, très important, et contrôler ses cicatrices. Tout va pour le mieux, Fabrice me fait part de sa satisfaction et de sa fierté d'avoir donné. Quant à Kevin, la surveillance va être beaucoup plus serrée. Quotidiennement, on va vérifier la fonction de son rein greffé et la dose des médicaments anti-rejet. Médicaments qu'il doit prendre tous les jours tant que le rein fonctionne. Kevin récupère lentement, mais sûrement. Il va retrouver sa vie et sa forme de sportif et jouer à rugby presque 1 an plus tard. À ma plus grande joie, les enfants sont les grands bénéficiaires de la greffe rénale. Elle leur permet de grandir comme les autres, d'être scolarisés comme les autres, très important, d'avoir le sport qu'ils souhaitent et d'avoir une adolescence sereine. Je l'ai constaté avec émotion et, je l'avoue, grande fierté au cours d'un week-end d'animation organisé par mes collègues néphrologues pédiatres, aidés par une association, l'association France Rein,
Les enfants que j'ai greffés ont grandi, ils sont devenus adolescents, ils menaient une vie quasi normale. Ils parlaient de leur donneur avec émotion et reconnaissance, bien conscients de la chance qu'ils ont eue. Je terminerai en citant Émilie, la maman de Kevin. Son oncle lui a sauvé la vie et son chirurgien lui a permis de la continuer. Vous voyez, la greffe rénale sauve des vies, pensez-y. Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord l'équipe de TEDx qui m'ont permis d'être aujourd'hui devant vous parlant de ce sujet. Un grand merci. Merci à mes coachs qui ont su, Marjorie et Laurent, ils ont su transformer mon style académique et médical en un style parlé et beaucoup plus, paraît-il, compréhensible par vous. Et enfin, quand même, un grand merci à Kevin, s'il m'écoute, et à Fabrice, qui m'ont permis de rapporter leur histoire.